Nous sommes au cœur de la Charente limousine, dans une bourgade qui a tout pour plaire, Chabanais. Ces 2000 habitants pourraient vivre paisiblement dans ce cadre bucolique. Pourtant, leur quotidien, c'est ça. « 2500 camions traversent tous les jours le centre-ville. Des poids lourds qui font la route des pays de l'Est vers l'Espagne. Sylvie habite la rue principale. Pour cette maman, se promener avec ses enfants devrait être un plaisir, un moment de détente. Mathilde, frôle le truc là. Allez, Nénette. Allez, dépêchez-vous. Alors là, faut se dépêcher parce que sinon ça va nous frôler les oreilles. Allez, avance, avance. Alors là, on n'est pas encore passé. Il y a les camions et tout, et là, ils ont même écorné le mur. Donc, ce qui fait que nous, on peut se faire écorner aussi. Pour rentrer chez elle, Sylvie doit passer une dernière épreuve, marcher sur la route. Avec la vitesse des camions, il faut saisir le bon moment. Et on reprend la queue leu. Allez, passe devant, Jérémy. C'est invivable, toute la poussière rentre. Même, regardez, on peut faire les carreaux tous les jours, c'est même pas la peine. C'est la folie, quoi. Donc c'est une folie, vraiment, c'est temps que ça s'arrête parce que c'est temps qu'ils fassent quelque chose. Parce que là, je crois qu'il y a plus de gens qui déménagent parce qu'ils ne veulent plus habiter le long de la route. Donc, nous, on part d'ailleurs. Dans la rue principale, les maisons se vident. Elles se vendent à des prix dérisoires quand elles se vendent. Pour les commerces, c'est pareil. Aujourd'hui, le coiffeur est quasiment le dernier à avoir survécu au camion. Quand je suis arrivé, il y avait 16 commerces. Pourquoi ils sont partis? Pas chercher, hein. Les gens ne peuvent plus se garer dans la rue, c'est tout. Ça devient trop difficile. Allez. Alors pour sortir, là, rendez compte. Ça veut dire que les gens ne viennent pas se garer ici. Hein. Ils viennent parce qu'ils ont confiance au coiffeur. Et voilà, merci. Voilà. Au revoir. Allez, bonne journée. Le coiffeur va prendre sa retraite dans 2 ans. Il risque de ne pas trouver de successeur à cause des camions. À côté du coiffeur, Bernard et Bernadette, les anciens bouchers. Combien il y en a, Bernard? Tu as compté? Leur appartement donne sur le trafic, alors ils font avec. Il s'agit effectivement de flocons de pommes de terre. Il faut avoir la télécommande à la main, parce que quand c'est trop fort, bon, il y a des voisins, il ne faut pas les déranger non plus, mais quand il y a des camions, on n'entend pas, alors c'est l'un ou l'autre. Bernard est à la retraite depuis 5 ans. Il n'a pas trouvé de repreneur pour sa boucherie, une fin de carrière teintée d'amertume. C'était une affaire familiale qui a été créée ici. Alors je peux dire dans un sens, si je le prends personnellement pour moi, mes aînés ont réussi et moi j'ai fermé, vous voyez. Chabanais n'a pas toujours vécu avec les camions. Avant, les poids lourds prenaient la D951 pour rejoindre l'Espagne. Mais il y a 2 ans, une décision administrative impose un sens unique pour les camions sur cette route. Résultat, ils empruntent désormais la RN 141, celle qui traverse Chabanais. La nationale 141 est une des routes les plus dangereuses de France. Les accidents impliquent souvent des poids lourds. Une vingtaine de personnes ont trouvé la mort sur cette nationale ces dernières années. Alors les riverains craquent. Ils réclament une déviation qui pourrait les débarrasser de ces poids lourds.
À leur tête, Françoise Bretonnoux, pharmacienne à Chabanais. Avec d'autres habitants en colère, elle a créé l'association Grain de Sable. Alors ça avance! Aujourd'hui, ils préparent une action symbolique. Il faut le temps de le faire. Il faut le temps de le faire, ouais. Les gens vont être surpris. Je pense. Hein, ils vont être très surpris. Purée, on s'entend pas avec ce bruit, c'est infernal. Oh là 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 là! Mon Dieu, si les gens comprennent pas qu'il faut ralentir, ah! Faut qu'on s'équipe, hein, puisque c'est que le début du combat. Hein, on sait qu'on en a pour quelques années. Non, mais c'est bien parce que, là, franchement, ils flashent, ils se voient. C'est impeccable. Bienvenue au domicile de Françoise, la pharmacienne. De la fenêtre de sa cuisine, elle bénéficie d'une vue imprenable sur les roues des semi-remorques. Françoise vit seule avec Annie, sa maman. Malgré les camions, elles n'ont pas déménagé. J'habite ici depuis 1952. Depuis 1952 ? Oui, oui. Et là, mon mari avait acheté cette maison et il m'a dit, tu verras comment on sera au calme, on sera bien. Il y a des gens qui habitent en ville qui ont le calme plus que nous. Nous, c'est impossible maintenant. Et encore moi, je suis sourde. Peut-être que j'aurais dû vendre la maison familiale et partir bien loin. Il y avait un préfet qui m'avait dit il y a 4-5 ans, « Faut déménager, Madame Bretonnoux ». Françoise tient le coup. Et pourtant, le 5 septembre dernier, on a frôlé le drame. Un accident s'est produit juste devant chez elle. Françoise a tout entendu. Voilà, le soir de l'accident, j'ai entendu un bruit, une véritable explosion. J'en ai lâché mes affaires parce qu'on a une telle hantise que je me demandais ce qui se passait dans cette rue. Et donc, je suis sortie rapidement, voilà, comme ça. Et là, qu'est-ce que j'ai vu? La voiture qui fumait, le camion qui était stoppé, mais le monsieur était sorti de la voiture et c'est lui qui m'a dit « ça va flamber, appelez vite la gendarmerie, les pompiers ». Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Il n'y a pas eu de blessés. Pourtant, le choc a été violent, comme on le voit sur ces images amateurs filmées par un habitant. Ça interpelle, on se dit, si vraiment c'était un camion avec des matériaux inflammables, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que le quartier aurait flambé? Et c'est vrai que je pense que si tout le monde s'est retrouvé aussi vite sur le trottoir, c'est parce qu'on a tous cette hantise-là. À Chabanais, les camions, c'est 24 heures sur 24. Janine peut même les admirer de sa chambre. Les camions, la nuit, ils vont beaucoup plus vite. Donc c'est beaucoup plus de bruit. La nuit, quand ils arrivent en haut de la rue, qu'ils voient que c'est libre, ils se mettent en plein milieu et ils foncent et ils freinent juste avant le virage de la mairie. Et ça, c'est intolérable. Et même avec un double vitrage, eh bien, on a vraiment, vraiment du mal. Alors, pour préserver l'intimité de sa chambre, Françoise a trouvé un truc. C'est la magie des boules qui ess. Pour Chabanais, il y a urgence. Françoise et les habitants ont décidé de frapper fort. Ils vont organiser une opération coup de poing. Il leur reste 1 mois pour tout préparer. Nous sommes dans les Cévennes. Au pied de ces montagnes, Saint-Hippolyte-du-Fort, 3700 habitants. Ici, l'usine Jalat, spécialiste des chaussures de sécurité, fait vivre tout le canton. Mais cette entreprise, vitale pour les Cévennes, est menacée de délocalisation vers la Tunisie. À Saint-Hippolyte, tout le monde est inquiet. Si la maison Jalat ferme, c'est une catastrophe supplémentaire économique. C'est un paysage tellement sinistré chez nous. Ça a retenu les populations jeunes, ça c'est très important. Et alors si ça ferme, bon... Il faut toujours vivre d'espoir, mais enfin là, pour ceux qui sont en ce moment au travail, qui ont ça au-dessus de la tête, c'est pas vivable de ne pas savoir si demain on pourra encore travailler. Et justement, en cette fin du mois de mai, les 340 ouvriers de Jalat vont être fixés sur leur sort.
Ils sont rassemblés dans la cour de l'usine. Leur PDG et l'actionnaire italien arrivent pour annoncer le plan social. Les salariés espèrent qu'un maximum d'emplois sera maintenu. La réunion entre direction et syndicats se tient à huis clos. Le suspense ne va durer que 20 minutes. C'est la douche froide. Jean-François Anton, représentant de la CGT, sort de la salle. Il est révolté. Fermeture totale. Allez, fermeture totale de Jalatte. C'est des voyous. Alors je vous demande de venir... L'usine va bien être délocalisée en Tunisie. Le coup de grâce pour Saint-Hippolyte. Alors les ouvriers Sévenols lancent un dernier acte de résistance. Ils séquestrent les PDG. Le problème, c'est que vous voyez passer la nuit, là. Hein. C'est pas la première fois qu'on le voit. On lui donnera un pyjama et une brosse à dents, le strict minimum, mais il restera avec nous parce qu'il va savoir ce que c'est les Sévenols et les Alésiennes. Prisonniers, les deux directeurs sont pris à partie par un ancien cadre de chez Jalatte. J'ai passé 44 ans dans cette maison. Je me suis pas dit pendant 44 ans. Vous mériteriez d'être pendu haut et court. Et du goudron et des plumes, hein, parce qu'il fallait pas dire. C'est tout ce que vous méritez. Des enfants n'ont rien à foutre. On ne pourront pas aller à l'école. Des parents n'auront plus la maison à payer, alors qu'ils ont tout donné pour la société. Vous êtes des voyous. J'ai honte même de vous voir. Mais tu ne feras pas baisser les yeux, hein. Ils ne comptent pas. De nous, ils s'en foutent de nous. Ils veulent la marque Jalatte. Oui, mais... Ils veulent nous prendre notre savoir-faire. Mais moi, je peux lui dire, et je le regarde les yeux dans les yeux, la marque Jalatte, tu la prendras pas. Elle restera là. Ouais. La marque Jalatte, c'est un label de qualité qui fait vendre. Une marque qui est née ici, à Saint-Hippolyte-du-Fort, il y a 60 ans. La fabrique de galoches des débuts a connu une ascension fulgurante pour atteindre les 900 salariés dans les années 70. Aujourd'hui, l'entreprise ne compte plus que 340 employés à Saint-Hippolyte et à Alès. Mais elle reste le dernier fleuron de la région. Sans elle, le Gard deviendrait un département sinistré. C'est pour cela que même les élus ne veulent pas laisser partir les PDG. Écoutez, monsieur, je suis président du Conseil général du Gard, c'est-à-dire du département, et je suis en même temps l'élu de ce canton. J'ai suivi depuis maintenant plusieurs années les différents plans qui se sont passés. Et aujourd'hui, je dis très clairement que ce que vous faites est déshumain. Vous déshumanisez ce canton. On ne peut ici rien faire d'autre chose. On est ici dans un canton où la viticulture souffre. Il restait que ce groupe. Monsieur, vous ne pouvez pas partir comme ça. C'est malhonnête. Vous ne pouvez pas, et c'est un élu de la République qui vous le dit, c'est malhonnête ce que vous faites. Vous n'osez même pas donner des comptes aux salariés. Vous ne pouvez pas faire cela. Vous partez pour faire du fric, parce que vous avez des carnets de commandes qui sont pleins. Et c'est un élu qui vous le dit, et j'ai pas peur des mots que je dis. Après 2 heures de séquestration, les ouvriers votent finalement la libération de leurs 2 otages. En échange, ils obtiennent une renégociation du plan social. La réunion aura lieu à la préfecture de Nîmes dans 2 semaines. Au Conseil général du Gard, le président socialiste, Damien Alary, est bien décidé à se battre. Cet homme avait avoué son désespoir d'élu devant les PDG lors de la séquestration. Vous partez pour faire du fric, parce que vous avez des carnets de commandes qui sont pleins. Et c'est un élu qui vous le dit, et j'ai pas peur des mots que je dis. Son département détient le taux de chômage le plus élevé de France. Et sous son mandat, il a déjà vu disparaître plusieurs fleurons. Dernière en date, les pianos Pleyel à Alès. En juin dernier, le site a été transféré à Paris. 45 emplois ont été supprimés. Au Vigan, les Collenwell ont annoncé la délocalisation de quasiment toute la production vers la Chine et l'Italie. 260 emplois en moins. Pour Damien Alary, la fin de Jalatte, c'est la menace de trop.
Surtout que cet enfant du pays est particulièrement attaché à cette usine. Car les ouvriers de Jalat, ce sont ses anciens camarades de collège. Un collège dont les fenêtres donnent sur le mur gris de l'usine. J'ai des souvenirs de mes profs qui disaient si t'as pas bien travaillé, si t'as pas la moyenne à la fin du trimestre, tu vois, tu traverseras juste la rue et tu iras chez Jalat. Et chaque fois qu'on se faisait plomber ici ou là dans une note, c'était ça. Et ça a fini souvent comme ça. Bon, moi, j'ai fait autre chose, mais j'ai quand même des amis et des copains, ils allaient là. Mais ils étaient contents d'aller là parce qu'ils avaient la petite mobilette, la moto, le machin. Il y avait des sous à la fin du mois. Moi, je disais, putain, ils ont de la chance de travailler, ces mecs. J'avais envie de ça, mais moi, derrière, me poussait, me disant, tu vas pas aller à l'usine. Mon père était petit paysan. Donc, il voulait qu'on aille, qu'on fasse autre chose. Et mes souvenirs, ils sont là. C'est pour ça que cette usine, je l'aime beaucoup. Parce que j'ai mes amis qui ont été, il y en a certains qui sont encore, et je ne veux pas la voir disparaître. Voilà. Aujourd'hui, 8 juin, c'est le jour de la fameuse négociation obtenue en échange de la libération des PDG. Devant la préfecture, Damien Alary retrouve Jean-François Anton, le syndicaliste qui avait interpellé les directeurs lors de la séquestration. La marque Jalat, tu la prendras pas, elle restera là. En aparté, ils se mettent d'accord sur leur stratégie. On veut l'annulation du plan social. Il faut dire que le gouvernement aussi s'était avancé en disant pas de plan social, pas de délocalisation, il y en a plein. C'est ça que je vais faire. Tous ici espèrent encore obtenir le maintien de l'usine dans le Gard. Car pour les syndicats, Jalat ne serait pas une de ces nombreuses entreprises en difficulté, menacées par la concurrence du tiers-monde. Selon eux, elle serait viable en France. Il n'y a pas lieu de licencier parce que le groupe JAL est bon. Aucune dette. Au contraire, en facturation, en vente et en commande, il y a des plus et des plus. Vous avez la preuve que le groupe JAL est fructueux? Écoutez, on travaille avec ses CAFI, c'est des experts comptables haut de gamme, je veux dire, on ne peut pas faire mieux. La direction veut-elle délocaliser Jalat pour sauver une entreprise mal en point ou s'agit-il d'enrichir davantage les actionnaires? Nous demandons au PDG quelle est la situation réelle de la société. Je pense que les cabinets qui ont été mandatés par les représentants du personnel ainsi que l'État disposent de l'ensemble des éléments pour pouvoir vérifier le bien fondé. Vous le savez quand même, vous êtes le directeur, vous le savez. Excusez-moi, maintenant je pars travailler. Merci. Joël Onos ne veut pas répondre à notre question. Il refusera également toutes nos demandes d'interview. Pour les Cévennes, c'est la réunion de la dernière chance qui va commencer. Bonjour. Bonjour. Une réunion au sommet, car pour garder l'usine de chaussures Jalat sur le sol français, c'est même l'État qui se mobilise, à travers son représentant, le préfet du Gard, ici au centre de l'image. Autour de la table, c'est l'union sacrée. En plus des syndicats, on y trouve les élus des Cévennes, tous bords confondus. Reste à savoir si cela impressionnera les actionnaires. Vous la lirez tout à l'heure. Au bout de 2 heures de négociation, c'est la surprise. Les actionnaires ont donné 10 jours à Joël Onos, le PDG de Jalat, pour proposer un nouveau plan social. Des emplois seront peut-être sauvés. Un retournement surprenant de situation. Qu'est-ce que vous offre l'État comme aide? Il y a quelque chose qui vous a fait changer d'avis? Vous propose des aides, des subventions? Excusez-moi, maintenant nous devons travailler. Merci beaucoup. L'État est intervenu directement. Ces actionnaires privés essaient-ils de récolter des fonds publics? Une nouvelle fois, Joël Onos refuse de répondre. Dans le quart du retour, les ouvriers sont sceptiques. Si c'est pour faire un plan qui ne tient pas la route, c'est pas la peine. Hein. Bon, ça, parce que peut-être que dans un plan qu'il va préparer, il va y avoir des licenciements aussi. Oui, hein. Ça va pas bien sûr. Il va passer peut-être pas tout l'effectif qui sera sauvé. Ça, c'est notre chose aussi. Hein. Il reste beaucoup de questions sans réponse. En suspendant le plan social, les propriétaires de Jalat chercheraient-ils seulement à gagner du temps? Le PDG Joël Onos a-t-il vraiment le pouvoir de sauver des emplois?
il est tenu par sa hiérarchie, hein, puisque bon, ben, il est comme nous, quelque part, il est salarié de l'entreprise de Jalat. Hein. Et donc, bon, je ne vois pas comment il pourrait prendre des décisions tout seul si on ne lui donne pas les possibilités de les prendre. Les salariés vont-ils réussir à faire plier les propriétaires de Jalat? Ils sont pessimistes car ils se considèrent comme des pions sur l'échiquier mondial de la finance. Jalat appartient au JAL Group Participation, basé au Luxembourg. Pour cette holding, Jalat, ce n'est qu'une entreprise parmi d'autres, car il détient de nombreuses sociétés en Tunisie et dans toute l'Europe. Et ce n'est pas tout. JAL Group appartient aussi à un autre groupe, basé au Luxembourg, lui-même sous la coupe d'une holding localisée dans le paradis fiscal de Jersey. Derrière ces montages financiers se cachent les vrais propriétaires de Jalat, des banques et des fonds de pension américains, des magnats de la finance. Alors pour eux, Saint-Hippolyte et sa rivière à truites. Il y a un ancien maquisard qui me disait, et je m'en rappelle, c'est pas parce que tu es petit qu'on doit se faire piétiner. Merde, on est des citrons pour eux. Tant qu'on a du jus, c'est bon. Le jour où on n'a plus du jus, hop, ça part en Tunisie. Nous, on en a marre. On est un peu comme les Corses, nous. On n'est pas méchants, mais si on nous prend pour des cons, ils auront affaire à nous. Ça, je le veux pas et on luttera pour que les copains puissent encore retravailler. Il y en a marre maintenant de voir pourquoi une histoire de fric, une histoire de fric. Et alors, on n'est pas des bêtes quand même. Faut pas déconner, non? Merde, j'en ai raté une. Et voilà. La nature est belle. Les fonds de pension, qu'est-ce que pas nous acheter là? Ça merderait. Il n'y a rien à prendre ici dans les Cévennes. Notre liberté, mais nous ne la prendrons pas. Ça, c'est bien évident. Ce 8 juin, à Saint-Hippolyte, c'est la consternation. Pierre Jalat, le fondateur de l'usine Jalat, vient de se donner la mort à 88 ans. Tout le village est sous le choc. France Inter. Bonjour, Pierre Jalat s'est suicidé dans sa villa de Nîmes, dans le Gard. Pierre Jalat, très affecté, semble-t-il, par le projet de délocalisation de toute la production de l'usine vers la Tunisie, transfert qui devait se traduire par la... Pour les ouvriers, l'émotion est immense, car Pierre Jalat a créé et dirigé l'entreprise pendant plus de 30 ans. Sa veuve et Georges Argeliès, un ancien cadre de l'usine, lui rendent un dernier hommage. À plusieurs reprises depuis pas mal de temps, quand on se rencontrait, et quand on n'était que tous les deux surtout, il me disait pourvu que je meure avant que mes usines ferment. C'est la raison pour laquelle j'accuse les actionnaires responsables de sa mort. Pierre Jalat n'a laissé qu'un poème qui n'explique pas les raisons de son geste. Quelques jours plus tard, les salariés décident d'organiser une marche funèbre. Pierre Jalat était un patron apprécié de tous. C'était le père, c'était le papa de l'entreprise. D'ailleurs, on l'appelle toujours le père Jalat. Il était humain, on vous l'a dit tout à l'heure, un humain. C'est ce qui manque en France. Peut-être on avait tous ces patrons un petit peu moins gourmands. Peut-être que ça marcherait mieux en France. Avec le décès de Pierre Jalat, c'est toute une époque qui disparaît. L'époque du petit patron, proche de ses ouvriers. Rien à voir avec les fonds de pension américains, lointains et désincarnés. Un changement de philosophie évoqué lors de la cérémonie d'adieu à Pierre Jalat. Monsieur Jalat était capable de descendre dans l'entreprise et d'appeler chacun de ses ouvriers par son prénom, comme il est regrettable aujourd'hui, dans l'industrie actuelle, que ce côté humain soit en train de disparaître. Quel va être finalement le comportement des actionnaires de Jalat? Vont-ils délocaliser en Tunisie ou rester à Saint-Hippolyte? Les salariés vont le savoir, le PDG Joël Onos va bientôt annoncer le nouveau plan social. Nous sommes en Normandie, à la Ferrières-sur-Risle, un village de 200 habitants situé au sud d'Évreux. Ici, pas de fermeture d'usine,
la commune a un autre problème. Noémie est très jolie, quoique Zoé n'est plus que Nathalie. Ici, monsieur le maire, c'est lui, Jean-Jacques Hubert, un chanteur fan de Nino Ferrer. Ce Gaston s'occupe du téléphone. Avec moi, attention. Car il n'y a jamais personne qui répond. C'est vous qui m'avez bourré d'émotion. Et il n'y a jamais personne qui répond. La 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 la. Ce soir, il inaugure la nouvelle salle des fêtes. Merci beaucoup. Quand monsieur le maire ne chante pas, il s'occupe de sa commune. Son gros problème, c'est qu'il n'y a plus de médecins dans son village depuis 5 ans. Là, j'ai remis une 3e couche là parce que je veux que cette porte qui est une porte en chêne soit toujours bien entretenue. Donc je vais devoir gratter tout ça puis bien protéger ça. Le cabinet médical est flambant neuf. Il y en a eu pour 35 000 € de travaux, un gros investissement pour cette petite commune, mais il n'a jamais servi. À l'intérieur, une pièce de consultation lumineuse de 25 mètres carrés. Tout a été prévu pour le confort du médecin jusqu'au coin cuisine et son jardinet privé. Nous avons essayé de penser à tout. Voilà, je pense que là, maintenant, c'est un outil qui ne demande qu'à recevoir, c'est un local qui ne demande qu'à recevoir qu'un médecin généraliste. Et ça, c'est mon grand souhait. Voilà. Voilà. Jean-Jacques Hubert a tout essayé. Petites annonces, appels aux politiques, site internet, mais rien n'y fait. Le cabinet reste désespérément vide. Ah, monsieur Clezec. Curieusement, il n'y a jamais eu autant de médecins en France, mais ils sont très mal répartis. Ils se concentrent dans les villes et dans le sud, au soleil, alors que certaines régions, comme la Basse-Normandie, deviennent des déserts médicaux. Près de La Ferrière, il y a plusieurs généralistes. Mais selon les chiffres officiels, ils sont 2 fois moins nombreux dans ce secteur que la moyenne nationale. Et la situation ne va pas s'arranger, car 2 médecins des villages voisins vont bientôt partir à la retraite. Alors Jean-Jacques Hubert préfère anticiper. Il tente le tout pour le tout. Ça va bien? En dernier ressort, j'ai dit voilà, j'offre mon indemnité d'élu. Voilà, un jeune médecin qui vient s'installer ici dans le village. C'est très clair. Plus la gratuité du cabinet pendant 1 an. Alors je crois que c'est quand même royal. Votre indemnité d'élu, ça représente combien? 500 € mensuels. Et son idée a fonctionné. Des médecins ont envoyé des lettres de motivation avec CV, comme pour un entretien d'embauche. Pour analyser les candidatures, monsieur le maire réunit son premier adjoint, l'infirmière et la chiropracticienne du village. Ça commence bien, la première candidature est prometteuse. Je tairai le nom. Alors, monsieur le maire, je cherche un joli village de campagne pour me rapprocher de ma Normandie natale. Je l'ai recontactée, elle ne m'a pas rappelé. Cette candidate a changé d'avis quelques semaines plus tard. Elle ne viendra pas s'installer à La Ferrière. Là, j'ai un autre médecin qui m'a envoyé un fax. C'est un médecin étranger, hein, alors donc. Oui, c'est savoir si on peut, voilà. Si on peut exercer en France. Celui-là non plus ne pourra pas s'installer. Son diplôme n'est pas reconnu en France. Également si. Là, j'ai eu également aussi un couple de médecins, 55 ans. Ils m'ont dit, monsieur le maire, ce village nous intéresse. Mais finalement, ce couple décidera de ne pas venir car ils sont à 2 ans de la retraite. C'est pas perdu, mais c'est pas encore gagné. Ah, c'est pas perdu.
Pour l'instant, les candidatures ne donnent rien. Jean-Jacques Hubert va continuer son combat. Le lendemain matin, comme tous les jours, Catherine, l'infirmière du village, commence sa journée à l'aube, à 6 heures. Elle travaille sur le secteur que devrait couvrir le futur médecin de la Ferrière. Alors normalement, à cette heure-là, on voit même du gibier. On voit des biches, des petits sangliers qui se promènent. Là-bas, t'as un petit lièvre qui est en train de courir. C'est marrant parce que ça va dans tous les sens. La plupart des patients de cette zone rurale sont âgés. Pas dans son étable. Ils sont inquiets de voir les médecins partir à la retraite sans trouver de remplaçants. Alors tout au long de ces visites, Catherine a toujours droit à la même question. Qu'est-ce que ça devient? Quoi? Et il va venir ou pas venir? Qui? Le docteur. Ah oui, le docteur. Ah, il y en a déjà eu qui se sont présentés? Des candidats, il y a eu des lettres de candidature, mais c'est pas forcément... si vous voulez, c'est pas forcément des gens qui peuvent s'installer ou qui veulent s'installer à temps plein surtout. Ah, oui. C'est comme ça. Oh, puis les gens de la campagne, maintenant, c'est périmé, ça. Qu'est-ce qui est périmé? Les gens de la campagne. J'ai des chocolats. Souvent, Catherine reçoit en signe d'amitié des légumes ou des fleurs. Aujourd'hui, c'est une boîte de chocolat. Il faut que je les mette au frigo, sinon il va être tout fondu à midi. Hein. Avec la chaleur. Non, il sera bien fondu ce soir. Oui, il sera fondu dans notre bouche. Merci, bonne journée. La vie de l'infirmière ressemble beaucoup à celle d'un médecin de campagne. Beaucoup d'heures de travail, peu de vie privée. Je travaille 7 jours sur 7. En fait, j'ai un dimanche tous les 15 jours de repos parce que je m'organise avec une collègue depuis 5 ans. Des semaines intenses, avec des journées de 12 heures, Catherine va faire ses piqûres de hameau en hameau. Elle aligne 200 km par jour. Mais vous avez changé de voiture? Ah oui, j'ai cassé la mienne. Le moteur m'a lâché dans les pommiers à Jean-Jacques il y a 3 semaines. Dites, ça saigne pas. À propos du manque de généralistes, chacun a son avis. Pour ce couple, c'est la mentalité des jeunes médecins qui est en cause. D'un moment, ça s'arrête. Ça va? Oui, de toute façon, les jeunes, ils ne veulent pas s'enfermer à la campagne. C'est ça qui est terrible. Voilà. Alors, on prend soin de notre petite infirmière parce que si elle nous lâche, bon, ben, on est dans la merde, quoi. Il y a des gens qui me disaient il n'y a pas très longtemps, oh, je me rappelle le docteur, je ne sais plus comment il s'appelle, il venait même en pyjama la nuit chez nous. Ben, ça n'existe plus, ça. Non. Les jeunes médecins ne feront pas ça. Non. Vous appellerez. Non, c'est... Oh, qu'est-ce qui se passera? Moi, je dis que c'est inquiétant, mais bon... Les habitants sont pessimistes. Il faut dire que parfois, des patients se retrouvent seuls face à des urgences. Monsieur, dame, bonjour. Vous avez le bonjour de votre sœur. Ah bon? Vous l'avez vu ce matin, moi? Ouais. Robert Chamois a eu un œdème pulmonaire il y a 15 jours. En l'absence de leur médecin, c'est Catherine qui a dû appeler l'ambulance. Le drame a été évité de justesse. Et pourquoi vous n'avez pas appelé un médecin? Parce que le médecin était pas de service. Quand ils sont pas de service, ils ne dérangent pas. De toute façon, nous, en campagne, le week-end, ils ne vont pas être malades. Quelles sont les choses que vous faites que vous ne devriez pas faire s'il y avait un médecin? Notamment régler les problèmes de médicaments. Hein. C'est pas mon travail, hein. Je suis pas médecin, hein, donc... Vous prenez des risques quand vous faites des choses qui dépassent Oui, c'est toujours inquiétant de prendre des décisions aussi importantes, alors que, bon, même si on sait ce qu'on fait, il faut quand même avoir l'aval du médecin. On n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Hein. Mais vous le faites quand même? Tout est... sinon, les gens peuvent mourir. Hein. Il a beaucoup de mal à respirer, il a le nez un peu pincé. Il est un petit peu palo aussi. Puis alors, ces gens... Catherine est de nouveau très inquiète. Robert a besoin de voir un médecin en urgence, mais son généraliste ne travaille pas aujourd'hui. L'histoire se répète. Si ça venait à se dégrader, on serait obligé de le faire hospitaliser. Alors qu'on pourrait éviter une hospitalisation si un médecin était intervenu plus rapidement avec un traitement mieux adapté. Soyez sages. Au revoir, monsieur Chamois. Bonne journée. Au revoir, madame Chamois. L'infirmière avait raison de s'inquiéter. Robert sera hospitalisé dans l'après-midi.
Retour à la Ferrière. Le maire continue à se battre pour trouver un médecin. Il veut alerter les autorités au plus haut niveau. Bien, là, ok, mais par contre, ils ont changé. Alors, ministère de la Santé... Ok, d'accord, on va essayer d'appeler tout de suite. Jean-Jacques Hubert désire parler à Roselyne Bachelot, la ministre de la Santé. Allô, oui, je suis bien au ministère de la Santé. Oui. Oui, Jean-Jacques Hubert, le maire de la Ferrière-sur-Île, dans le département de l'Eure. Oui, je suis tout oui. Oui, alors, Quand on est maire d'un petit village, on est peu habitué aux arcanes des grandes administrations. Alors un simple coup de fil peut se transformer en périple. Vous êtes Vous êtes au service d'accueil. Service d'accueil. Alors, j'aurais souhaité directement correspondre avec le directeur du cabinet du ministre. Veuillez patienter un instant. Merci beaucoup. Oui, bonjour madame. Est-ce que j'aurais la possibilité un jour, directement, c'est de bavarder avec madame le ministre? Alors pour ça, pour l'agent de la ministre... Pas de chance, on l'oriente encore vers un nouveau service. Julien, comme Julien, Marion. Mais ils vous demanderont probablement de formaliser votre demande par mail ou par fax. Ah oui, bah ça, ouais, bah... Avec le... Ah, et puis j'espère qu'il... Voilà, faut pas monter patte blanche quand même, hein. Je suis quand même un élu, là, hein. Bon, merci beaucoup. Merci, au revoir. Ça va le faire. 41. Monsieur le maire ne se décourage pas, il compose le nouveau numéro. Oui, Jean-Jacques Hubert, le maire de la commune de la Ferrière-sur-Île, dans le département de l'Eure. J'aurais souhaité m'entretenir avec monsieur Julien Marion, chef de cabinet de madame le ministre. Pour le moment, monsieur. Pardon? Il est en rendez-vous pour le moment. Ah, il est en RDV. Bon, alors, puis-je dans quelques minutes éventuellement le rappeler? Alors, attendez que je vérifie son agenda. Il y a 2-3 réunions qui se succèdent. Ah, et même entre deux, même pas une seconde pour écouter les doléances d'un maire d'une commune qui se bat pour avoir un tout-bib? Alors, je prends vos coordonnées, monsieur. Efficacité, je suis Jean-Jacques Hubert. Le numéro de téléphone de monsieur le maire, qui est moi. Ah, ça va pas le faire. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Veuillez consulter le service des renseignements. Mais attends, c'est grave là. Allô? Oui, je crois que nous avons été coupés. Tout à fait, monsieur. Allô? Oui, je suis... Je vous entends, là. Ah, c'est mieux, oui. En effet, Jean-Jacques Hubert, le maire de la Ferrière-sur-Île, je souhaiterais avoir directement relation avec madame la ministre, si elle peut me recevoir ou qu'elle vienne dans nos villages, qu'on s'occupe de la santé grave de nos petites communes. Bon, écoutez, j'ai bien pris note de votre appel. J'en parle à monsieur Marion et on essaie de vous rappeler là dès que possible. Je peux vous donner mon numéro de portable, s'il vous plaît, en plus, 06 08 2 89 78. Voilà. 06 08 2 89 78. Merci beaucoup. Ça a été recoupé. Vous y croyez? Je pense. Et vous êtes découragé parfois? Un petit peu. Mais bon, je vais y arriver. Retour dans les Cévennes. C'est aujourd'hui 15 juin que se joue l'avenir de l'usine des chaussures Jalat. Le PDG va annoncer son nouveau plan social dans moins d'1 heure. Bon, j'y vais. Chérie, ciao. Avant de partir, Jean-François Anton, le syndicaliste, va saluer Che Guevara, son animal porte-bonheur. Che, alors, on dit Che, tu fais la gueule aujourd'hui? Tu fais la gueule, hein? Tu sais que papa, il va au combat, hein? Là, c'est une journée importante pour lui. Tu me soutiendras? Oui, ma naine. Oui, oh, qu'il est joli. Tu te rends compte qu'ils sont en train... Nous, on est en train de travailler pour sauver des emplois et eux, pour nous virer. Moralement, putain, ça doit... Oh, comme, mais oh, je parle, oh!
À un moment donné, je veux dire, le mec il doit dire putain mais je suis un être humain, on me paye pour pourrir la situation d'autres salariés. 9h. Le PDG de Jalat, Joël Onos, arrive, avec dans sa mallette le plan social qu'il va annoncer à huis clos au syndicat. L'affaire est complexe. La réunion va durer 7 heures. J'espère travailler ensemble. À l'extérieur, les salariés s'impatientent. Quelque chose qui se passe. Les salariés Jalat. Les salariés de Jalat. Oui. Venez là. Attendez, les caméras, restez là. Les salariés Jalat. On ne bouge plus. Allez, Christian, dis-le. Voilà. Ce qui s'est passé aujourd'hui en réunion, par rapport au premier plan, on maintient 80 salariés, c'est-à-dire une production de 80 salariés. Donc le côté positif quand même de ceci, c'est qu'on démontre à travers ce nouveau plan qui a été fait par M. Joël Onos, c'est qu'il y a bien la possibilité de produire en France. Donc, à notre avis, c'est une première victoire. L'usine n'est plus délocalisée en Tunisie. Mais c'est une demi-victoire, car la direction a décidé de ne garder qu'une partie des ouvriers. Ce qui signifie qu'ils vont accélérer la cadence. C'est-à-dire les Moi, tu veux faire 660 000 paires à 39 personnes, mais on n'est pas allé à longtemps à l'école, mais quand même, on est moins con qu'eux quand même. Là, on tourne à fond depuis 3 ou 4 ans. On tourne à fond, on ne peut même pas les pisser. Pour eux, on est des esclaves. Hein. Pire. Mais c'est un plan malhonnête, c'est tout. Hein. Ils ont des dollars sur les yeux et dans le cœur à la place d'autre chose. Oh non, on n'acceptera aucun licenciement sec. Et ça, on le dit. Pour les syndicats, la situation financière de Jalat est bonne. C'est pourquoi ils refusent d'emblée ce plan, qui comprend beaucoup de licenciements. Une petite réaction? Non, encore. Les réunions vont se succéder entre direction et syndicats. Cela va durer des jours et des jours. Nous faisons tout pour pouvoir sauver Jalat. Est-ce que votre poste à vous est sauvé? Finalement, ils aboutissent à un accord fin juin. On rigole pas encore parce qu'on l'a pas signé, mais bon, on est quand même les partenaires sociaux, on est vachement heureux parce qu'il y a un mois, c'était 280 licenciements, on se retrouve avec 0 licenciement, c'est fabuleux ce qui nous arrive. 0 licenciement, mais beaucoup de départs en pré-retraite. Ce jeudi 8 novembre, c'est leur pot de départ. Sur les 340 salariés Jalat, 138 seulement vont continuer à travailler. Les autres vont quasiment tous partir en pré-retraite. Car sur dérogation exceptionnelle de l'Élysée, l'âge de la pré-retraite a été abaissé, pour eux, à 55 ans, au lieu de 57. C'est fermé. Les ouvriers devraient être satisfaits. Pourtant, la petite fête a un air d'enterrement. Voilà. Mais quelque part, on est frustrés. Frustrés de partir, de nous avoir poussés. Parce qu'on nous a poussés dehors malgré tout. C'est vrai qu'on nous a bien indemnisés, mais on nous a payés pour partir. Je vois que le résultat de ma vie de passer dans cette entreprise, le résultat, c'est qu'elle se casse la gueule, tout se casse la gueule. Voilà. Alors, ça fait mal au ventre. La victoire a un goût amer. Non seulement l'usine se retrouve avec des effectifs très réduits, mais en plus, les pouvoirs publics ont dû donner 9 millions d'euros pour financer ses départs. L'État et la région, mais aussi le Conseil général du Gard ont sorti leur chéquier. Le président du département a dépensé 1,5 million d'euros pour sauver l'entreprise Jalat. Moi, 1,5 million d'euros, c'est pratiquement un point de fiscalité pour le département. 1% sur les taxes d'habitation et sur l'impôt foncier. Ça veut dire que pour maintenir 50 emplois, on a acheté de l'emploi. Alors qu'il y avait des gens qui avaient investi dans des actions pour faire des bénéfices. Donc on ne peut pas être totalement satisfait. Même si c'est une demi-victoire, je le dis, d'avoir gagné le maintien d'une production sur Saint-Hippolyte. Mais ce n'est pas tout. Dans leur plan social, les actionnaires ont refusé de s'engager plus de 3 ans. Ce qui signifie qu'ils sont libres de partir en Tunisie dans 3 ans sans rembourser le moindre euro au pouvoir public. Saint-Hippolyte a bien gardé son usine, mais ce n'est peut-être qu'un sursis.
Quelle puissance, le fric. Je plains les gars qui restent maintenant. Enfin, on a trimé, nous à 14 ans, on a commencé le boulot. Et on a eu l'esprit revendicatif. On s'est battu, ma foi. Mais voilà, c'est fini. Ouais, on change de... C'est vrai que ça fait drôle quand même, putain. Je pensais pas que, tu vois, aujourd'hui... Aujourd'hui, je commence à réaliser que... La fin d'un règne. Retour à Chabanais en Charente, le village traversé par 2500 camions par jour. Dans les rues, c'est la routine. Pourtant, ce n'est pas un jour comme un autre. Ce soir, Françoise a un rendez-vous avec des voisins dans un lieu tenu secret. Mais avant cela, elle doit réussir à sortir la voiture de son garage. Donc je vais bloquer là. Hop, hop. Ah, il est sympa, vous voyez. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a des poids lourds qui sont quand même très sympas. Ce soir, c'est une première, on va voir s'il n'y a pas eu de fuite. Hein, parce que c'est pas évident de rassembler des gens et de leur dire vous vous taisez, vous ne dites rien. Je vais où? Je vais où? Eh bien, vous suivez, passez au milieu, passez. Leur plan mystérieux, c'est une opération escargot. Ils veulent créer un embouteillage pour alerter l'opinion sur leur calvaire. Ils ont tout organisé dans le plus grand secret, car ils ne voulaient pas que les gendarmes soient au courant. Sinon, ils auraient mis en place une déviation et il n'y aurait pas eu d'embouteillage. Pour l'instant, les gendarmes ne sont pas là. Et cependant, ils vont être au courant très très vite parce qu'il y a des gens qui vont les appeler, c'est sûr. Et pour cause, au bout de quelques minutes seulement, une centaine de camions se retrouvent piégés dans un bouchon de 4 km de long. Et soudain, quelques képis apparaissent en haut de la côte. Oui, Jacques, c'est Françoise. Je pense que le comité d'accueil nous attend là-haut, après la ligne droite en remontant, les gendarmes. Donc la consigne, c'est de rester sur la route. Françoise, habituellement paisible pharmacienne, n'est pas habituée à défier les forces de l'ordre. Cela la rend plutôt mal à l'aise. Mais bon, c'est toujours difficile quand on n'a jamais fait ça. Qu'est-ce qui est difficile? Ah de se lancer de décider de faire les manifs, je trouve que c'est difficile. Pour moi, c'est pas quelque chose d'évident. C'est contraire un peu à ma nature, je veux dire. Mais c'est la seule façon de se faire entendre. Donc je trouve ça assez terrible quand même d'être en France et d'être obligé de passer par un peu une sorte de violence, même si elle est gentille, pour dire, voyez, regardez ce qui se passe. On vous l'a dit, mais vous ne faites rien. Alors, qu'allez-vous faire? Dans le convoi, il y a Michel Jalajas, le maire de Chabanais, qui lui aussi brave l'autorité malgré son statut d'élu. Tiens, je crois que la gendarmerie arrive. Bon, c'est jamais agréable de se trouver dans l'illégalité, mais d'un autre côté, je préfère finalement me trouver un peu dans l'illégalité, mais essayer de me faire entendre pour que l'on puisse trouver le plus rapidement possible une solution à ce problème qui ne va qu'en empirant et qui peut engendrer des conséquences dramatiques. Et c'est l'arrivée dans Chabanais. L'opération Escargot est une réussite. Pourtant, il y a des mécontents. L'organisation a été si secrète que des riverains, comme Marie-Thérèse, ont été tenus à l'écart. Ouais, d'accord.
On est tous là, le coiffeur, moi, tous les riverains d'ici, on n'était pas au courant. La meilleure ce soir, mademoiselle Bretenoux, je suis allée chercher une ordonnance, je lui ai dit, il paraît que vous faites un défilé ce soir. Elle me dit, non madame. Voilà ce qu'elle m'a répondu. Alors je suis fière d'elle, je suis très contente d'elle. Elle a fini d'avoir mon ordonnance. Je lui ai menti. Je lui ai dit non, on défile pas. Et tout à l'heure, quand on est dans ma voiture, elle m'a un peu accusée quand même. Pourquoi vous m'avez menti? Je lui ai dit c'était obligé. Mais elle n'a pas compris. Mais bon, je vais la laisser se calmer. Et demain, je lui expliquerai qu'il y a des choses qu'on est obligé de faire dans le secret. Oui, dans le secret. Ça fait 36 ans que je suis là, moi. 36 ans que je subis nuit et jour. Et aujourd'hui, il y a une manifestation. On ne nous dit rien aux riverains, là. À voir les châtelets de camions là, qui ont été bloqués, je crois que c'est une réussite. Alors, ne baissons pas les bras, c'est vrai que la partie est loin d'être gagnée. Et c'est tout. Hein? Alors, merci encore à toutes et à tous, et à très bientôt. On vous en veut pas. On vous en veut pas, mais c'est... Hein? Je dis qu'avec ces conneries, moi je vais rentrer chez moi à 1h du matin et il faut que je rembauche demain. Ben, je sais bien, mais... Ah ouais, non, mais c'est toujours les mêmes qu'on prend en otage. Hein. Ben oui, mais nous on est emmerdés et on ne peut plus vivre. Moi j'ai une langue à pouvoir la tenir encore. Elle n'est pas longue comme mon bâton, là. Hein. Je regrette. Vous me prenez bien pour n'importe qui. Non, mais je m'en fous. Non, madame Gantel. Non, mais je vous en veux pas. Écoutez, tout ce que je souhaite, c'est que ça marche. Vous m'auriez dit, on a un défilé, on le fait secrètement. Est-ce que vous croyez que j'allais chercher les gendarmes? Cette opération escargot, c'est un appel adressé aux autorités publiques, mais aussi à la présidente du département voisin, par qui la malédiction est arrivée. Souvenez-vous, avant, les camions passaient par cette départementale. Puis il y a 2 ans, une interdiction de circuler dévie les camions vers Chabanais. Cette interdiction, c'est Marie-Françoise Pérol-Dumont, la présidente de la Haute-Vienne, qui l'a décidée. En agissant ainsi, elle a déclenché une guerre de clochers entre 2 départements, la Haute-Vienne et la Charente. Car en épargnant ses administrés de Mézières, elle a empoisonné la vie de ses voisins de Chabanais. Aujourd'hui, à Mézières-sur-Issoire, on respire. Les poids lourds sont 2 fois moins nombreux depuis que le trafic a été interdit dans un sens. Fini les chargements qui s'écroulent au pied des maisons, les camions qui terminent leur course devant l'école. Au grand soulagement d'Yvonne Mondy, qui habite à quelques kilomètres de là. Il y a 2 ans, un camion est carrément entré dans sa cuisine. Eh bien, vous savez, tout tombé. Toute la cuisine, là, c'était tout tombé. Ah, ça n'était dit beau. Ah, ça n'était dit beau. Est-ce que les roues du camion sont rentrées dans la cuisine? Oui. Là, un renflement ici. Le moteur était toujours en route? route? Oui, il marchait. Puis criait. Il a dit comment? Il y a quelqu'un? Ah, ça, vous savez, c'était pas bien. Et puis maintenant, on a peur. Et puis voilà. On est dans la peur. C'est pas pour moi, j'ai peur maintenant. Alors qui doit subir les camions? Mézières, en Haute-Vienne, ou Chabanais, en Charente? Le voisin d'Yvonne a sa propre analyse. Les gens de Chabanais ne voient que leurs problèmes dans Chabanais, les gens de Mézières ne voient que leurs problèmes dans Mézières. Bon, ça, bon... Les gens de Mézières, ça ne les dérange pas que les camions passent à Chabanais, et les gens de Chabanais, ça ne les dérange pas que les camions passent à Mézières, bien sûr. Mais les gens de Mézières, ça les dérange qu'ils passent à Mézières, et les gens de Chabanais qui passent à Chabanais. Oui, ils sont des victimes, eux aussi. Mais nous, on a été longtemps des victimes, et ça n'inquiétait personne, ça dérangeait personne. Voilà, c'est nous les méchants garçons qui leur avons refilé nos ennuis. Non. Ben quand même, c'est depuis l'arrêté qu'ils ont plus de camions quand même. Oui. La guerre Mézières-Chabanais est loin d'être réglée. En
ce début juillet, Michel Jalajas, le maire de Chabanais, a rendez-vous à Limoges avec la présidente de la Haute-Vienne, celle qui lui a envoyé les poids lourds. Il est clair que le jour où quelque chose de grave se produira, immanquablement, si elle ne bouge pas, si elle ne fait pas un geste à notre égard, elle emportera une part de responsabilité lourde. Ça, c'est clair. Michel Jalajas vient exposer ses problèmes à la présidente. Elle va en profiter pour lui expliquer les raisons qui l'ont poussé à dévier les camions. Les problèmes que vous avez à l'heure actuelle à Chabanais, nous les avions à Mézières-sur-Issoire. Donc pression très forte de la population locale. C'est une route départementale qui donc est de ma responsabilité et je devais prendre une mesure. Parce que ma décision elle a été prise pour assurer la sécurité de Mézières-sur-Issoire, pour que l'irrémédiable ne se produise pas à Mézières. C'est pas pour autant que je veux qu'il se produise à Chabanais. Oui, mais on en arrive à cette situation-là. Voilà. Donc c'est bien pour ça qu'on peut imaginer comme ça. Pour cette habile femme politique, le responsable en cas d'accident, ce n'est pas elle. National, le seul responsable, et je croise les doigts et j'espère bien et je ferai tout pour qu'il n'y ait pas de problème à Chabanais, mais le seul responsable de la situation actuelle à Chabanais, c'est l'État qui n'accélère pas le contournement de Chabanais. Chabanais n'a plus qu'à espérer un geste de l'État. Rendez-vous est pris chez le ministre des Transports à Paris dans 2 mois. Le maire espère y obtenir des crédits pour une déviation. Retour à La Ferrière, le village de Normandie qui recherche désespérément un médecin. Aujourd'hui, le maire a enfin rendez-vous avec un généraliste intéressé. Alors c'est le branle-bas de combat dans le cabinet médical. C'est nickel. Bien. En 5 ans de recherche, ce n'est que le 6e médecin qui vient visiter sur place. Pour le maire, l'occasion est inespérée. Bonjour. Bonjour madame. Ça va bien? Bonjour docteur Jean-Jacques Hubert, le maire. Bonjour. Bah, écoutez, très heureux de vous accueillir à La Ferrière. Ici, vous avez le côté avec antiquité, coiffeur, la poste. Alors ici, nous avons le... Voilà. Claude Boucher, le masseur kinésithérapeute, diplômé d'État également si. Alors lui, il est surbooké, je vous raconte pas. C'est atroce, lui. Et puis bon, une supérette, un boulanger, magasin d'électricité, enfin voilà. Là, vous êtes en plein dans le cœur du village. Hein. Entrez, docteur, entrez. Puis c'est la visite décisive du cabinet médical. Voilà, le plaisir est pour nous. Ça, c'est les appartements. Comme on dit, c'est la table de travail. Alors, vous voyez, tout est neuf. Hein, tout est flambant neuf. Un cabinet flambant neuf. Voilà. Là, vraiment, c'est un gros investissement. Donc, voilà ce cabinet. Voilà ce cabinet. J'aime bien, je vais vous dire, c'est une petite séparation entre la partie examen et la partie entretien. J'aime bien que les deux soient séparés. Bon, maintenant, on peut mettre un rideau ou un... Voilà. Pas des gros travaux à faire. Non, c'est pas... Avec l'investissement qu'on a fait au premier lieu, non. Mais je trouverais bien 2 francs 10 sous pour essayer de... Non, mais je vous dis juste, bon... oui. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Faux espoir, finalement, ce couple ne donnera pas suite. Mais une bonne nouvelle chasse la mauvaise. À force d'insister, Jean-Jacques Hubert a réussi à décrocher un rendez-vous au ministère de la Santé. Alors, quel vêtement vous avez choisi pour votre rendez-vous aujourd'hui? Costume très classique, très simple. Mais beaucoup de respect, quoi. Je peux pas y aller comme d'habitude avec mes Santiago, ça ferait un peu désordre. Donc je vais faire un petit effort pour, comme il se doit, voilà, d'être en bonne tenue. Alors un petit coup de peigne, vite fait, bien fait, et hop, ça va rouler. Direction la capitale, à 130 km. Après une dizaine de coups de fil et 3 mois d'attente, le maire touche au but
le ministère lui ouvre ses portes. Moi, je vais vous dire, dans mon tempérament, une porte est fermée, j'essaye de rentrer par la fenêtre. Et si la fenêtre est fermée aussi, je vais rentrer par la cheminée. J'ai rien préparé, hein. J'y vais avec mes tripes, avec mon cœur. Je vais leur dire, bon, ben, je suis à bout de souffle. Jean-Jacques Hubert a obtenu une audience avec un conseiller, mais pas avec la ministre, Roselyne Bachelot. Mais quand la chance lui sourit, il ne recule devant rien. Madame Bachelot, très heureux, Jean-Jacques Hubert, le maire de la Ferrière-sur-Île, j'ai sollicité un rendez-vous. Très bien, mais c'est pas vous que Pas avec parle. vous, non, mais comme ça, c'est parfait. Le maire s'est fait poliment éconduire, mais il est quand même satisfait. J'ai pas rendez-vous avec elle, donc... ça m'a permis de saluer, comme ça, elle aura peut-être... je sais pas, on va voir. Elle a revu déjà un peu ma tronche, quoi. C'est le professeur Matillon, conseiller au cabinet de la ministre, qui reçoit Jean-Jacques Hubert. Je vous en prie, installez-vous. La réunion dure 30 minutes. Le maire a été conseillé sur les démarches à effectuer pour optimiser ses chances d'attirer un médecin. Bon, allez. Merci. Je vous raccompagne. D'accord, merci beaucoup. Là, j'ai, disons, un bon coup de pied dans les fesses, quoi, pour réactiver, repousser, parce que j'ai eu quelqu'un de sensé, d'humain qui m'a écouté. Voilà, et ça m'a fait plaisir. Non, je vais essayer de chercher la sortie là-bas, c'est tout. Bon, c'est par où la sortie, monsieur l'huissier, là? Expliquez-moi, parce que là, c'est pas la mairie de la Ferrière. Enfin, ah, d'accord. Toujours tout droit. Merci beaucoup de votre gentillesse. Au revoir. Bon, ben voilà. Sortie. Sortie. Voilà, j'avais pas vu. Il fallait lever le nez. Oh. Alors là, il y a encore des... Ah, c'est par là la sortie. Bonsoir, messieurs. Son acharnement à chercher un médecin pour son village peut surprendre. Jean-Jacques Hubert est peut-être un homme plus sensible que les autres, un homme dont la vie a été affectée par la maladie. Par expérience personnelle, j'ai eu un très long combat qui m'est très très personnel, car c'était mon épouse qui malheureusement a décédé depuis. Et les difficultés que j'ai rencontrées, je ne souhaite pas que ça recommence demain pour une tierce personne qui habite dans mon village, un nouvel habitant qui viendrait, etc., ou même dans la population environnante. Est-ce que ça veut dire que votre épouse a été obligée d'être hospitalisée parce qu'il n'y avait pas suffisamment de médecins pour les urgences tout près? Elle avait son médecin généraliste, mais qui n'était pas toujours là non plus, hein, pour des raisons d'emploi du temps, etc. Et un jour, j'ai été obligé de l'emporter en urgence directement au CHU, quoi. Et ça, faut que ça arrête, quoi. Faut que... Voilà. Jean-Jacques Hubert est parfois découragé, mais malgré tout, il n'abandonne pas. D'autres villages en France luttent pour leur survie. Nous sommes en Auvergne, dans le sud du Cantal. Dans cette vallée, pas d'autoroute ni d'usine. Ici, même le téléphone portable ne passe pas. Au cœur de ce désert vert, Brezon, un village de 200 habitants. Ici, presque tous les magasins ont fermé, les uns après les autres. Il ne reste que le bar-restaurant. Et quelques commerces ambulants. Pourtant, dans les rues, on entend encore des rires et des cris de joie. Car il reste un endroit plein de vie, c'est l'école. Allez, on y va! Mais à Brezon, c'est l'inquiétude, car l'administration a décidé de fermer cette classe unique. Nous sommes en juin 2007, l'école continue jusqu'aux grandes vacances.
Pour s'occuper d'une dizaine d'élèves, le maître, Pierre Lény, et aussi Johan Pantanella, l'assistant de vie scolaire. On va parler un peu de la date? Ouais. Bien. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 50. 40, t'as oublié le 40. Bravo. Pendant qu'il veille sur les petits, le maître peut s'occuper des grands. Bien, alors ce matin, les cycles 3, c'est-à-dire CO2, CM1, CM2. Le maître doit jongler entre les groupes, car dans cette classe unique, il y a 5 niveaux. Vous avez 2 opérations. Du CP au CM2. Bon. Est-ce qu'on s'est divisé? Et en plus, il enseigne aussi aux petits de maternelle. Si tu enlèves la virgule. Vous pouvez me le dire? 3, 4, 4. Toi, tu vois 4 points là? 5 moi. Toi, tu es en train de me compter les coins, Et moi, je te parle des points. C'est dur. Je sais que c'est dur. T'as un frère, toi? Ah, ça c'est secret. Dis, allez, dis. Là. Allez, dis. À midi, la petite troupe prend le chemin de la cantine. Une cantine pas comme les autres. Depuis 18 ans, le bar de la vallée reçoit les enfants. C'est le dernier lieu de convivialité du village. Mais tout ça pourrait bien disparaître. Car début 2007, Janine Quérol, la secrétaire de mairie, a reçu un courrier officiel en recommandé. Bon ben voilà, nous avons reçu un arrêté de l'inspectrice d'académie daté du 15 février 2007 qui nous dit fermeture de classe unique à compter du 1er septembre 2007. Motif invoqué, il n'y aurait pas assez d'élèves. L'État veut réaliser des économies en supprimant des services publics. Chiffre incroyable, ces 5 dernières années, 2000 écoles ont été rayées de la carte en France, dans l'indifférence générale. Mais pour Janine, impossible de rester indifférente, car elle a été l'institutrice du village pendant 15 ans. Dans cette classe, elle retrouve ses souvenirs. Bon, je sais pas, on va ouvrir. Il y a des photos. Donc, en voilà une ici, donc il y avait quand même pas mal d'élèves. Les enfants qu'elle a suivis sont maintenant devenus des parents d'élèves. Avant Janine, de nombreux instituteurs se sont succédés sur plus d'un siècle. À l'époque, les effectifs étaient pléthoriques. Brezon comptait une 50aine d'écoliers. On est loin de la classe unique d'aujourd'hui. Si l'école ferme, plus aucune famille ne viendra s'installer dans ce village isolé de tout. Ce sera, à terme, la mort de Brezon. Janine refuse cette fatalité. On parle que de chiffres et d'argent. On ne parle plus d'humanité, on ne parle plus des valeurs, on ne parle plus de ce qui est important. On ne parle plus que d'argent et de rentabilité. Bon, alors, est-ce que l'école doit être rentable? Est-ce que l'éducation doit être rentable? Est-ce que l'avenir des enfants, c'est la rentabilité? La question est là. Janine est décidée à combattre cette logique comptable et elle n'est pas la seule. Monsieur le maire, Jean Begon, est à ses côtés. Là, on a... Cet agriculteur en a assez de subir le diktat des autorités. Il faut tout le temps se battre. Il faut tout le temps se battre pour défendre quelque chose dans les petites communes rurales. Tout est en train de disparaître et malgré qu'on est face de la pression, il y a des fois qu'on est dépassé. Malgré qu'on se batte, on est dépassé parce que c'est les administrations centrales qui décident et qui prennent la place des élus pour prendre les décisions. Monsieur le maire s'est déjà battu, il y a 8 ans, pour éviter la fermeture de l'école. À l'époque, Jean Begon et son premier adjoint font aménager ce bâtiment pour accueillir 12 petits Parisiens sous la protection des services sociaux. Mais à l'école, l'adaptation se passe mal. Plusieurs parents du village ont peur pour la scolarité de leurs enfants et les inscrivent dans des communes voisines. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la classe de Brezon n'a plus assez d'élèves. Alors le maire et Janine veulent tout faire pour repeupler leur école. Ils aimeraient récupérer les enfants partis. Bonjour.
Sur leur route, ils croisent justement l'un des parents d'élèves qui a retiré son fils de Brezon. Par rapport à la survie de l'école, si jamais ton gamin il est en âge de rester à l'école communale, si tu ferais un geste. On en a déjà discuté, donc non, je ne peux plus me permettre de le changer, c'est ça le problème. Moi c'est par rapport à mon fils, je veux qu'il étudie, je veux qu'il réussisse un petit peu, parce que je vois que dans nos campagnes, à la limite, dans quelques années, il y aura plus grand monde et plus grand chose à faire, donc il faudrait bien qu'il aille voir gagner sa vie. On est là, tu vois, pour faire venir du monde. Parce que si on continue comme ça à se dépeupler, non, c'est effectivement, il n'y aura plus personne et on sera tous dans le même bateau. Je suis entièrement de ton avis. Simplement, que peut faire un jeune ici? Il y a plein de faire quand même. À part venir en vacances. Non, pour l'instant, il n'y a rien à faire. Peine perdue. Les enfants partis ne reviendront plus. Pourtant, aujourd'hui, il n'y a plus de problème à l'école de Brezon. Le calme est revenu dans la classe et on y étudie sereinement. Je suis sûr de bien copier, là. Mais il y aurait encore une famille qui voudrait retirer son enfant. Le maire a eu vent de la rumeur, alors il décide d'aller leur parler. Il s'agit de la famille Malbaud, des agriculteurs qui habitent au fond de la vallée. Sophie va à l'école de Brezon et son petit frère pourrait être un futur élève. Seulement voilà, Michael Malbaud est en colère. Derrière ces barbelés, voici le terrain de la discorde. Ce pré appartient à la commune. Cette parcelle, Michael Malbaud la voulait, mais la mairie l'a attribuée à un autre agriculteur. Alors aujourd'hui, il pense à partir. Je renvoie la balle, quoi. Ils m'ont pas aidé, ils nous ont jamais aidés. Ni quand c'était mon père, c'était pareil. Il demandait une parcelle plate de communaux, et il n'avait jamais. Le fait de ne pas mettre Sophie à Brezon l'année prochaine, c'est dire vous ne m'avez pas aidé, donc je ne veux pas aider la commune. Ah oui, tout à fait. Oui, je n'ai pas peur de l'avouer. Même d'autres parents les ont enlevés l'an dernier à cause de ça aussi. C'est-à-dire? Mais il y a une personne qui l'avait demandé, la parcelle, qui ne l'a pas eu, donc il a enlevé son fils, il l'a mis à l'école de Pierrefonds. La querelle peut paraître futile, pourtant, ce manque de parcelles pénalise financièrement Michael Malbaud. Pour survivre, il a dû prendre un emploi d'éboueur la nuit, en plus de son travail à la ferme le jour. C'est pour cela qu'il envisage de déménager. Monsieur le maire veut arranger les choses pour garder la famille et donc les enfants à Brezon. Quand il arrive chez les Malbaud, il est dans ses petits souliers. Bonjour. 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 Asseyez-vous. Non, je sais pas s'il faut s'asseoir. Vous savez ce qui me mène un petit peu, j'ai entendu dire que la petite ne devait pas venir à l'école à Brezon. Alors bon, je voulais savoir les motifs. Vous savez très bien qu'il nous manquait 5 hectares pour qu'il puisse vivre, hein, donc pour pouvoir s'installer, quoi. Nous, on aurait eu ces 5 hectares, on pouvait s'installer. Vous étiez sûr au moins d'avoir 2 enfants déjà. C'est ça qui nous fait quand même malice de voir que dans la commune, on n'essaye pas de maintenir un jeune de pouvoir s'installer. Parce que bon, quand vous dites qu'il ne faut pas avoir plus de 2 parcelles, il y en a bien qui en ont eu une autre l'an dernier. Ils n'y avaient pas le droit. Donc c'est que votre loi n'est pas bonne. Il ne faut pas dire 2 alors qu'il y en a qui en ont 3 ou 4. Oui. Il ne faut pas le dire. En étant maire et tout, vous aurez pu dire, il y a une élève, réfléchissez bien aux conseillers quand même. Leur dire, je ne veux pas vous forcer la main, mais bon. Allez, au revoir. Et à une prochaine fois. Merci. Finalement, le maire ne trouvera pas de solution. Michael Malbaud va vendre toutes ses bêtes et déménager. La petite Sophie ne sera plus à l'école du village. Monsieur le maire n'a pas réussi à récupérer les enfants. C'est un échec. Ce soir, il est découragé. Maire d'un petit village, c'est souvent un rôle ingrat. En tant que maire, j'en ai marre parce que bon, pour une, il faut être tout le temps présent. Et dans une petite commune rurale, tout le monde se connaît. Et vous allez en ville, c'est les administratifs qui reçoivent les doléances. Tandis que dans les petites communes, eh bien, c'est le maire qui reçoit tout. Parce qu'on connaît même son numéro de téléphone et on l'appellera assez facilement pour l'agresser verbalement par le téléphone.
parce qu'il n'y a pas de preuves. Mais enfin, moi, je dis ça devient ingérable. Pour l'instant, je suis pas pour me représenter. On n'est pas surhumain. Mais en attendant, il est résolu à se battre jusqu'au bout de son mandat. Et il ne fait pas les choses à moitié. Il ose assigner l'inspection académique devant le tribunal administratif. Dans un mois, il sera à Clermont-Ferrand pour défendre son école devant le juge. Retour en Charente, à Chabanais, la vie continue au rythme des camions. En apparence, rien de nouveau, et pourtant, aujourd'hui, c'est l'avenir de Chabanais qui se joue. Car cet après-midi, une réunion très importante va avoir lieu à Paris. L'enjeu, obtenir une déviation. C'est Jérôme Lambert, le député de la circonscription de Chabanais, qui va défendre leur dossier au ministère des Transports. Monsieur Lambert, député. Oui, vous auriez une pièce d'identité ou votre carte professionnelle, monsieur le député, s'il vous plaît. Le ministre Dominique Bussereau en personne préside la séance. Pour l'occasion, tous les élus de la région sont invités, même Marie-Françoise Pérol-Dumont. Les élus vont se battre pied à pied. Après plusieurs années de lobbying, ils espèrent enfin obtenir les crédits pour une déviation. Au bout d'une heure de discussion, le ministre annonce la bonne nouvelle, c'est gagné. On a regardé les délais pour aller le plus vite possible. Pour aller le plus vite possible, il faut qu'on ait le foncier, c'est-à-dire les terrains, en 2009, avant la fin de l'année 2009, pour pouvoir commencer tout de suite les travaux en 2009 et mettre en service la déviation en rassemblant tous les financements nécessaires à mi-2012. Mais attention, pour l'instant, il ne s'agit que d'une promesse. La décision définitive sera prise début 2008. Il est 23h. Le député est de retour en Charente. Il vient rassurer le maire de Chabanais. Pardon de cette heure tardive. C'est moi qui te remercie. C'est vraiment sympa d'être passé. Le rendez-vous a été un peu plus long. J'ai loupé le train. Enfin, puis voilà. Bon. 5 ans pour une déviation, Chabanais ne pouvait pas espérer mieux. Cependant, vivre encore 5 ans avec ces camions, c'est long. À moins que la présidente de la Haute-Vienne ne suspende son arrêté pour soulager Chabanais. Est-ce que Marie-Françoise Pérol-Dumont a évoqué... Oui. En disant qu'heureusement qu'elle avait pris son arrêté, parce que sinon on n'en serait pas là aujourd'hui, que c'est grâce à elle que les travaux vont se faire si vite. Oui. Bon, d'accord. Oui. Elle ne nous a pas dit tout à l'heure qu'elle allait revenir sur son arrêté demain, parce que l'engagement de l'État était pris et que, donc, pendant 5 ans, elle acceptait encore. Non, elle a motus et bouche cousue. Voilà. Je crois qu'elle l'a bien mérité. Oh, tu parles. Je me lève et je Allez, trinque. à la tienne. Et merci encore pour votre coup de main à tous. C'est vraiment extrêmement sympa de votre part et j'apprécie énormément. Et je suis sûr que mes concitoyens apprécieront aussi. La déviation concerne Chabanais, mais les autres communes voisines vont continuer à subir les camions. Alors, en ce matin d'octobre, Françoise, la pharmacienne, et les autres militants anti-camions sont venus soutenir leurs voisins de Roumazières. Et surprise, même Marie-Thérèse, la voisine qui s'était disputée avec Françoise lors de l'opération Escargot, est venue manifester. C'est la réconciliation. Ah, Marie-Thérèse, qu'est-ce que c'est gentil d'être venue de Chabanais, hein? On sent qu'on ferait pas... Oui, mais on sent... Moi, je sens que j'ai de la solidarité dans la rue. On me pose la question si je vous en veux, mais jamais. Merci beaucoup, mais les gens de Chabanais. Mais je sais que vous m'en voulez pas. Mais je sais que vous m'en voulez pas. Françoise poursuit son combat en attendant qu'un jour peut-être, les politiques se décident à développer le ferroutage pour diminuer le nombre de camions sur les routes. Retour dans le Cantal, à Brezon. Dans quelques semaines, le tribunal administratif va décider du sort de l'école. Ce sera l'audience de la dernière chance. Pour gagner, Janine, l'ancienne institutrice, doit mobiliser les parents d'élèves. Ici, les gens sont discrets et on n'a pas l'habitude de manifester, de montrer son mécontentement. Souvent,
les gens acceptent ce qu'on leur impose. Aujourd'hui, elle va voir Janine et Alain Tuffet, les parents d'Océane et Nadia, scolarisés à Brezon. Ces agriculteurs tiennent une exploitation isolée en haut de la montagne. Ils sont contre la fermeture de l'école car cela leur poserait des problèmes de transport. Janine vient leur demander d'écrire une lettre pour expliquer leurs soucis au juge. Et voilà, bonjour. Ça va? Ça va. Même le grand-père veut apporter son aide. Alors, je sais pas comment tu veux l'écrire, tu peux dire les phrases après... Peut-être pour les tourner. Hein. Mais oui, mais tu fais comme tu peux, hein. Mais je dis rien, mais bon, Ah ouais. il y a la bonne heure, mais c'est pour... Mais si tu sais écrire des... Ouais, mais je sais écrire, mais avec des fautes. Hein. Mais c'est pas gênant, ça. C'est pas grave, de toute façon. Qu'est-ce qui compte? Il faut peut-être que tu parles quand même que c'est arrivé que tu as descendu les enfants, que tu as été obligé d'aller chercher à l'école. Toi, tu es allé en 4x4, tu es allé en tracteur, comment tu as fait? 4x4. Oui. 4x4. Parce que le ramassage ne pouvait pas monter. Oui, c'est ça. Ouais. Régulièrement, l'hiver, le ramassage scolaire est gêné par la neige. Mais il y a un autre problème. Si l'école ferme, la tournée du bus va durer plus d'1 heure. Ce serait trop long et trop fatigant pour les petites. C'est sûr que, de toute façon, il faut peut-être mettre que elles n'avaient pas envie qu'ils aillent en pension. Mais oui. C'est vrai, quand t'es petit... Ah ben oui, imagine. Alors, il faut peut-être le mettre pour vous aussi. Hein. Ouais, mais Enfin, moi, comment tu verrais, toi, que tu n'as plus d'enfants à l'école, à ta maison? Ça vide, ouais. Hein? Ça ferait vide. Oui, oui. Janine repart avec sa lettre. Son dossier va-t-il être suffisamment solide face à l'inspection académique? De retour à la mairie, Janine continue sa lutte. Elle veut rassembler un maximum d'inscriptions d'élèves pour la rentrée. Alors elle a une idée folle, faire venir des familles à Brezon. On aimerait pouvoir faire venir une famille avec des enfants. Donc on voudrait passer une annonce. Janine est en ligne avec la standardiste d'un site internet. Elle espère lui dicter son annonce par téléphone, car Janine et l'informatique sont un peu fâchés. C'est pas nous qui allons le faire tout de suite sur le site, c'est vous qui allez le faire. Alors sur le site, c'est vous qui faites la démarche. Ah. Attendez, je crois que on va le faire en même temps, hein. Janine ne lui demande pas son avis, elle garde la standardiste au bout du fil. Voilà, village, voilà, j'ai ça. Village, magazine, mon compte, annonce. Donc je vais annonce. Publier votre annonce. Je clique là. Voilà. Janine n'a rien préparé, alors elle prend son temps. Elle improvise en direct. Je sais pas si je le mets ou pas. Comme vous voulez, madame. Qu'est-ce que tu en penses, Jeannot? Est-ce qu'on fait des demandes pour qu'il y ait des artisans qui s'installent? Si c'est possible, oui. On va le mettre, on va porter, puis après on verra bien. Hein. Je vous fais perdre votre temps, non? Ça va. Non, mais ça va aller vite. Maternelle. Pourquoi j'ai pas ma barre? Non, il y a marqué login, je sais pas comment on dit. Login, oui. Et donc je valide là, mon mot de passe et tout ça. Non, attendez. Les informations entrées ne permettent pas de vous identifier. Écoutez, non, laissez comme ça, je ferai la modification, d'accord? Vous ferez la modification? Oui. Ben heureusement que vous étiez là parce que je crois qu'on a gagné du temps. Vous pas, mais nous, oui. Bon, 10 €, ça va, c'est correct. 10 €, hein, c'est pas... L'annonce sera en ligne dès le lendemain matin. Va-t-elle intéresser une famille? L'avenir de l'école en dépend. Deux semaines se sont écoulées. Et surprise, l'annonce a fonctionné. Bonjour. Aujourd'hui, Janine a rendez-vous avec une grenobloise, Fleur Stimamiglio, qui veut s'installer à la campagne. La rencontre commence comme un entretien d'embauche. Oui, j'espère. Alors moi, j'ai une petite fille qui a 4 ans et demi. Oui, alors ça nous intéresse parce que... C'est on a du la long recherche terme. d'enfants. Oui. Moi, j'ai une expérience dans le tourisme, dans le social. Oui. J'ai un BTS tourisme option montagne. Ah, tourisme. Option montagne. Et alors, pourquoi venir? Donc, vraiment, mon projet, c'est d'accueillir les gens chez moi. Ah, chez vous. Comme ça, là, à première vue, bon, c'est sûr que vous êtes quelqu'un de très intéressant hein, et qui pourra apporter beaucoup à la commune. Maintenant, est-ce que nous, on est capable de vous donner ce que vous recherchez? Avec cette jeune femme, l'école hériterait d'un enfant de plus. Mais ce n'est pas encore gagné.
Alors Janine va se lancer dans une opération séduction. Elle veut lui montrer les plus précieux atouts de Brezon, ses paysages qui attirent de nombreux randonneurs. La région est touristique, l'idéal pour créer un gîte, le projet de cette candidate. Pour cela, elle est à la recherche d'une maison. C'était la poste. Alors Janine lui montre l'ancienne poste du village, fermée définitivement il y a 20 ans. En attendant. Ah bah oui, mais... Alors voilà, là c'est la boîte à lettres avec le courrier tombé dans cette caisse. Le guichetier était là, donc il avait... Là peut-être que c'était pour le tri de courrier. Ça fait faire un petit studio. Hein. Oui, hein. Ouais. Avec une entrée indépendante. Il faut les garder, les vieilles inscriptions Ah oui, comme ça. il faut les garder, c'est vrai. Le reste du bâtiment fait plus de 100 mètres carrés, déjà rénové par la commune. L'ensemble ferait une belle maison d'hôte. Je travaille, j'habite un logement convenable, j'ai ma petite vie organisée avec ma fille. Seulement, c'est vrai que je cherche un lieu pour faire le rêve de ma vie, qui est accueillir les gens chez moi et faire de l'hébergement, faire vivre un village, du rural. C'est vraiment mon souhait profond et je me vois très bien ici. Allez, au revoir. 3 bon, alors à bientôt. 3 en Auvergne. 3 bises en Auvergne. Janine a réussi son pari. Fleur repart conquise. Elle va maintenant voir comment elle pourrait concrétiser son projet. Mais Janine ne veut pas se contenter d'attendre d'éventuelles nouvelles familles. Elle passe à la vitesse supérieure. Elle veut lancer une manifestation. Une après, et des services publics de proximité. Oh, ça va pas rentrer, ça va pas rentrer. Public. C'est. Ça, c'est une maîtresse, moi. Vous faites des rigole services. pas, hein. Organiser une manifestation, ça peut sembler évident, mais pour une non-initiée comme Janine, c'est une révolution. Voilà. Pourtant, elle ne recule devant rien. Elle envoie des invitations à tous les élus du canton. Une bouteille à la mer. Reste à savoir si elle sera soutenue dans son combat. Nous sommes le 23 juin. Janine est stressée. L'heure de la manifestation approche et seuls quelques amis sont présents. Parce qu'il y en a qui ne sont pas là, malheureusement, tant pis pour eux. Ils n'ont pas voulu venir. Mais finalement, de plus en plus de personnes arrivent. Des habitants, mais aussi beaucoup d'élus. Est-ce que tu as une écharpe, toi? Eh bien, il faut la mettre. Ah, mais si, les écharpes, c'est fait pour... Ah, mais si, vous avez votre écharpe? Mettez-la. Nous, plus on a d'écharpes, plus on est content. Ah, on est d'accord? Ben oui. Et surprise, même un policier DRG, les renseignements généraux, ici avec un blouson beige, est venu voir qui étaient ces dangereux agitateurs. Je vais annoncer le démarrage. 1, 2, c'est bon? Non. Ah si, c'est bon, là. Hein. Oh. 1, 2. 1, 2. Bon, alors... Nous allons d'abord défiler dans le village. Donc, les enfants vont se mettre devant. Les mères ensuite. Mais oui, mais les gens ne sont pas disciplinés, ils n'obéissent pas. Alors, messieurs les maires, mesdames... Allez, vas-y, José. De mémoire de Brezonnais, on n'avait jamais vu ça. Plus de 100 personnes défilent dans les rues. Un petit tour du village et retour dans la cour de l'école. Lâchez. Une école, des enfants, c'est la vie. Le maire d'un petit village voisin prend le micro. J'ai vu moi-même disparaître mon école quasiment le jour où j'étais élu, il y a 24 ans. J'ai vu ensuite, bien évidemment, disparaître le petit commerce qui existait, la petite épicerie, et ainsi de suite. Voir disparaître une école, c'est un peu la mort qui pénètre dans une commune. La manifestation est un succès.
des anciens élèves se retrouvent, le temps d'un verre, dans cette salle qui a été leur classe. Deux semaines plus tard, le 4 juillet. Pour les enfants, ça y est, l'heure des grandes vacances a sonné. L'heure de dire au revoir à leur maître. Toi, tu vas me laver la figure, toi, aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce que ça va être à la rentrée si je te revois? Salut toi. Oui, salut toi. Oh là 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 là. Oh là là, je penserai bien à vous. Hein, j'espère que vous passerez des bonnes vacances. Hein, puis qu'on aura le plaisir de se revoir à la rentrée. Le maître quitte l'école et le village. Reste à savoir si c'est un au revoir ou un adieu. Nous sommes le 17 juillet, le jour du jugement. Janine et le maire arrivent devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Un homme les attend. Il s'agit de Lionel Paillardin, président de l'association École et Territoire. Son rôle, défendre les services publics. Il est habitué à attaquer les inspections académiques devant tous les tribunaux de France. Et en principe, on gagne une fois sur deux. Sauf peut-être à Clermont-Ferrand, effectivement, on a un peu des difficultés, mais bon, on verra bien. C'est-à-dire, en général, ça se passe comment à Clermont-Ferrand? À Clermont-Ferrand, on ne gagne jamais. Dans la salle d'audience, Janine salue ses adversaires, les représentants de l'inspection académique. Ancienne institutrice, Janine a l'habitude de prendre la parole. Mais aujourd'hui, elle est impressionnée. Je ne sais pas comment vous l'exprimer. C'est pas une étape facile. Et pourquoi c'est pas facile? Pourquoi c'est pas facile? Parce que nous, on n'a pas l'habitude non plus des audiences. Parce que nous ne sommes pas des gens forcément de tribunaux. Mais quand il faut se défendre, il faut se défendre. L'audience va commencer. Nous n'avons pas été autorisés à la filmer. L'audience est ouverte. Au bout d'1 heure et demie, le magistrat met le jugement en délibéré. Le sort de l'école est entre ses mains. 2 jours plus tard, le maire et Janine vont enfin connaître la décision du juge. Ils s'apprêtent à téléphoner au greffe du tribunal qui va leur donner le résultat. On est un petit peu dans le même état quand on est rentré à l'audience l'autre jour. Bon, après, ce sera, je crois, peut-être encore pire. Bah, est-ce qu'en pense Monsieur le maire, vous ressentez? Bon, je suis aussi sceptique. On y va. De toute façon, reculer, ça sert à rien de reculer. Allô, bonjour. Ici, c'est le maire de la commune de Brezon. Le résultat de l'audience, qu'est-ce qui s'est passé? La décision est suspendue. Ah, tant mieux. Bien. Décision suspendue. Le maire n'est pas sûr de ce que cela signifie. Alors, la décision est suspendue, ça veut dire qu'on a gagné. Qu'on a gagné. Pour l'instant, vous avez gagné, maintenant c'est suspendu en attendant qu'on juge sur le dossier en annulation. En annulation, d'accord. Mais parfait. Bien, ben, je vous remercie. Au revoir. Alors, Jeannot, tu peux me faire la bise, non? Je crois que tu peux. C'est pas souvent, mais là, tu peux. Ouais. Le travail qu'on s'est... Eh ben, c'est bien. On prend le sifflet et on fait le tour du village. Le tribunal a rendu un jugement sur la forme. C'est super. L'avenir de l'école sera définitivement scellé l'année prochaine lors d'un autre jugement, sur le fond cette fois. On a gagné! On a gagné! Voilà, on vient de téléphoner. Mais pour l'instant, c'est une immense victoire pour Janine et le maire. Épuisé. Bon, Philippe, tu vas pouvoir payer ton coup. Ah! Ouf! Tu fais chin-chin. Allez. Et aux enfants, surtout. Aux enfants. 4 septembre 2007, c'est le jour de la rentrée. Johan, l'assistant de vie scolaire, a été remplacé par cette maman d'élèves qui s'occupera désormais des plus petits. Et surprise, non seulement les enfants ont droit à une nouvelle institutrice, mais en plus, ils retrouvent leur maître, Pierre Lény. À l'exception d'Océane,
tout le monde est content. Le journaliste du quotidien régional est même venu immortaliser ce moment.